Bien, ben, bonsoir à tous. Alors, on vous retrouve ce soir dans la continuité de ce qu'on a fait le mois dernier sur l'État. On va parler cette fois de l'antidote, en quelque sorte, qui est la commune, justement, à travers les anniversaires de la commune de Paris et de la commune de Kronstadt, euh, mais en s'en servant seulement d'exemple et en comprenant bien, comme on a fait à l'époque, le mois dernier sur l'État, que notre objet aujourd'hui, ça va être la commune en tant que concept. On ne fait pas une analyse historique spécifique des périodes en question. Euh, Juste avant d'entamer, un petit rappel. Euh, on a fait sur le site, et on est encore en train de faire en ce moment, des publications sur ces questions-là. Donc, vous retrouverez sans problème, pour ceux qui ne connaissent pas sur le site, des publications d'abord sur les 100 ans de la commune de Kronstadt, avec des extraits notamment du bouquin de Skirda et des Yves Estias à l'époque. Et puis on continue, sans doute même au-delà de mai, on va continuer des publications du texte de Le Français, qui est vraiment intéressant, qui n'est pas un texte théorique, mais qui apporte des portes d'entrée pratiques et vivantes sur la théorie, justement. Euh, voilà, on va partir comme ça. Alors, Francis, on va attaquer, comme on fait à chaque fois, comme on l'a fait également sur l'État. Peut-être que il serait bien de revenir sur ce mot. On attaque, c'est très important l'attaque. Comme on l'a fait sur l'État, revenir peut-être sur ce mot de commune d'un point de vue étymologique et historique, parce qu'on sait que c'est un vieux mot qu'on retrouve déjà au Moyen Âge, avec même les villes bourgeoises ont utilisé ce mot-là. On a les communaux à la campagne, et puis ce sera réutilisé pendant la Révolution par les révolutionnaires. Donc, est-ce que vous pouvez entamer là-dessus, étymologie, histoire, sur cette problématique de la commune? Alors, la commune ne doit pas être un enterrement. La commune, ça positionne. Alors, la commune, il y a deux communes. Alors, il y a une commune que toutes les gauches du capital vénèrent pour la dénaturer et l'enterrer une deuxième fois. C'est la commune de Paris, 1871. Et on a, dans le même temps, une autre commune dont quasiment personne ne parle, qui est la commune de Kronstadt. La commune de Paris, 1871, la commune de Kronstadt, 1921. Et comme on n'est pas dans l'empirie, comme on n'est pas dans l'enfermement événementiel, mais qu'on est justement dans la compréhension radicale et dialectique du surgissement historique, nous, contre toutes les impostures du capital rénové, du capital reproduit, du capital éternisé, nous voyons le lien dialectique entre la commune de Paris et la commune de Kronstadt. La commune de Paris, c'est Paris en 1871. La commune de Kronstadt, c'est Kronstadt en 1921. Mais il y a la commune de Berlin en 1919, il y a la commune de Barcelone en 1937, il y a la commune de Budapest en 1956. C'est toujours la même histoire qui, sur des théâtres d'opérations géographiques différents, vient redire la même invariance. C'est-à-dire ce surgissement des hommes qui veulent s'émanciper de l'avoir pour retrouver la véritable vie à la source d'être, contre l'État, contre l'argent, contre le salariat et contre toutes les aliénations. Donc, bien évidemment, nous partons de la Commune de Paris. La Commune de Paris en 1871. Et nous partons d'elle parce que c'est d'elle, aujourd'hui, à partir de laquelle la falsification travaille. C'est-à-dire que aujourd'hui, tous les cénacles de la gauche du capital qui ont massacré sous des formes diverses et variées le prolétariat viennent nous parler de la Commune de Paris. Aujourd'hui, le maire de Paris, la mairesse de Paris, pour parler dans l'inclusion capitaliste de la bêtise ambiante universelle, nous parle de la Commune de Paris. Mais il nous parle de la Commune de Paris parce que ce sont les assassins de la Commune de Paris. Rappelons-nous que le SPD a massacré Rosa Luxembourg. Et je redis 100 fois, je redis 1000 fois, je redis 110 000 fois, rappelons-nous que le SPD, au temps où en Allemagne,
le SPD avait une rayonnance politique particulière, ce SPD avait fait un timbre à la mémoire de Rosa Luxembourg. C'est-à-dire que les assassins, le SPD, faisaient un timbre à la mémoire de Rosa Luxembourg, l'assassinée. La social-démocratie, et on le verra pour Kronstadt, le bolchevisme, non seulement assassine, mais réassassine sans arrêt. Il y a l'assassinat physique et il y a le réassassinat historiographique continuellement reprogrammé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans un square Louise Michel à Paris, dans les temples architecturaux de la nomenclatura pourrie parisienne, on parle de Louise Michel, on parle de la Commune de Paris. Mais on en parle pour dire quoi, pour aller où et pour cacher quoi. La social-démocratie aujourd'hui commémore une Commune de Paris insipidifiée. C'est l'ordre de l'insignifiance, c'est l'ordre de l'indistinction. On commémore une Louise Michel qui pourrait être vaguement LGBTisée. On pourrait commémorer une Louise Michel qui serait vaguement créolisée. Mais le combat essentiel de la Commune de Paris, dans ce mouvement sur lequel on va revenir, où progressivement l'abolition du salariat se cherche, se trouve, se perd, se retrouve, se recherche et s'accomplit. C'est-à-dire qu'au bout de la Commune de Paris, dans cette compréhension radicale du surgissement de la commune, le mot commune en français fait référence à ce que Marx a positionné à partir des groupes maximalistes qui avaient en Allemagne restauré ce vieux mot de Gemeinwesen, positionné la commune de l'être ensemble. Mais la commune de l'être ensemble, ce n'est pas la commune de l'être ensemble au sens où c'est simplement on est ensemble, c'est on est ensemble en l'être contre l'avoir, contre la dictature du quantitatif. Donc la commune de l'être ensemble, c'est la commune ontologique de l'abolition de l'argent et de l'abolition de l'État. Donc les communards sont pas des clochards qui veulent un salariat amélioré, qui veulent une misère rénovée et qui se disent punaise, si on avait une Hidalgo sublime, ce serait fantastique. C'est pas ça, c'est l'envers de ça. C'est l'envers de ça. Donc, aujourd'hui, la commémoration, comme toutes les commémorations, est une imposture, elle est une défiguration. Les pourritures capitalistes de la Réformation et de la fusillade viennent commémorer quelque chose qu'ils ont eux-mêmes assassiné. Et on va y revenir. La commune de Kronstadt, assassinée par le bolchevisme, la commune de Paris, assassinée par la République démocratique. La commune de Paris n'a pas été assassinée par des méchants royalistes issus des sectes qui prolongeaient Charles X. La commune de Paris, c'est l'assassinat programmé, organisé de ce qui nous amène au triomphe de la gauche, la fameuse alliance républicaine avec Valdez-Crousseau, Millerand, Gallifet, le triomphe du progressisme de la marchandise socialiste. Donc, nous allons y revenir, nous allons creuser, mais le premier point de départ, sans parler tout de suite de la commune de Kronstadt, c'est que la commune de Paris, aujourd'hui, devient un produit spectaculaire du cosmopolitisme de la marchandise, qui est dénaturé, qui est dévitalisé. Alors on nous dit, voilà, en 1871, il y a des gens, alors on dénature l'ontologie de la Gemeinwesen et de la commune. La commune, ça devient la municipalité. Alors, il y avait des braves mecs qui voulaient une municipalité progressiste. Alors, ils étaient pour une municipalité progressiste, ils auraient probablement été écolo-bobos s'ils avaient la chance de rencontrer la modernité. Donc, ils voulaient autogérer la merde du capital d'une manière progressiste. Les communards, c'est quoi? Les communards, c'est une mélasse merdique qui annonce la France insoumise et les Verts mélangés dans une purée de crotte qui veut autogérer la capitalisation moderniste de la pourriture qui arrive. Non, c'est pas du tout ça. Les communards, on va y revenir, c'est une étape historique radicale du développement du prolétariat
qui passe du statut réformiste au statut révolutionnaire et qui, dans les combats de la Première Internationale et à travers tous les mouvements, tous les tumultes, toutes les pratiques, toutes les théorisations, positionne la perspective de cette commune contre le salariat et contre l'État. Donc nous, aujourd'hui, à Guerre de classe, avec émotion, avec vibration, avec temporalité critique, nous commémorons le devenir historique de cette commune qui nous amène au communisme. Et nous la commémorons contre tous les imposteurs, contre tous les falsificateurs, toutes les gauches du capital, contre toutes les extrêmes gauches du capital qui ont toujours voulu populariser le prolétariat comme classe du travail, qui reproduit à l'infini la classe du travail, alors que la Commune de Paris, si elle vient de là, c'est-à-dire du prolétariat classe du travail, positionne quelque chose de radicalement différent, qui est la classe de l'anti-travail. Et on va y revenir dans le cadre de ce qui positionne les conflits internes à la Commune de Paris. Au sein même de la Commune de Paris, il y a un vieux mouvement ouvrier réformiste néo-proudhonien qui meurt, et il y a un nouveau mouvement prolétarien qui est en train de naître et qui justement aspire à l'émancipation définitive pour l'abolition de l'argent, pour l'abolition du salariat et pour l'abolition de l'État. Et tout à l'heure, Michel, vous parliez de ce que Guerre de classe a mis en ligne comme information pour tous les gens qui nous suivent. Les textes de Gustave Lefrançais sont décisifs parce que les textes de Gustave Lefrançais sont les textes de cette réalité au quotidien qui constamment s'oppose, se recompose et se dépasse. C'est toute l'histoire du prolétariat ancien qui est en train de construire l'histoire du prolétariat moderne, qui construit tout ce qui va nous amener aux luttes des années 30 jusqu'à 68. C'est la compréhension que l'émancipation du prolétariat n'est pas l'assomption de la classe du travail, mais l'abolition de la classe du travail. Oui, en complément de ce que vous disiez sur la commune, je pense que ce serait important de revenir sur le fait que quand on parle de la commune, on ne parle pas d'un mode d'organisation, ni d'un mode d'organisation, ni d'une forme en particulier. Je pense qu'il faut revenir à ce que disait Marx sur qu'est-ce que le communisme dans la Sainte Famille. Le communisme, c'est pas ce que les illusions ou les projets qu'on se fait d'un mouvement historique donné. C'est pas ce que le prolétariat pense à un moment donné, c'est ce que le prolétariat fait dans sa contrainte historique, dans son être. C'est-à-dire que on dit la commune, c'est pas juste. Alors c'est ce que feront les conseillistes au XXe siècle. On va théoriser l'organisation révolutionnaire. Alors comment c'est une organisation révolutionnaire, la représentativité, comment est-ce qu'on abolit pratiquement la classe du travail, le salariat, etc. Quand on parle de la commune, on parle pas de ça. On parle d'une tension existentielle qui fait qu'on va dans autre chose que la société existante. En fait, c'est le communisme, c'est ce que le prolétariat est contraint d'accomplir. Donc, et c'est dans tous ces mémoriels justement gauchistes où justement on va intervertir la réalité pour la recomposer à l'extrême inverse de ce qu'elle a été. Justement, on va s'attarder, la Commune de Paris, article 1, qu'est-ce qu'ils ont décidé à ce moment-là, comment ça s'organisait. Il y avait une mairie, donc on n'abolit pas l'État, le travail des boulangers. On va s'imprégner dans la réalité formelle pour justement intervertir le contenu. Donc la Commune de Paris, c'est tout sauf sa forme actuelle, encore en prise de son époque, puisqu'elle ne pouvait pas abolir le salariat, on n'était même pas encore en domination réelle. Mais au contraire, c'est comprendre quelle est cette tension, d'où ça vient, à quel moment ça s'incarne, et qu'est-ce que ça veut dire au-delà de la forme qu'elle incarne. Donc, quand Marx dit la Commune de Paris, c'est la dictature anti-étatique du prolétariat, il ne dit pas on a vu dans les décrets de la Commune, l'organisation, que le prolétariat était aboli, que le salariat était aboli. Mais pour autant, Marx le dit parce qu'il comprend le déterminisme sous-jacent à la Commune. Et c'est pareil pour Kronstadt, et c'est pareil pour tous les mouvements révolutionnaires, 36, 56, etc. Donc quand on en parle, on ne va pas aller chercher l'empirique pour dire vous voyez, ils ont dit ça, ils ont dit ça. La Commune de Paris, c'était très hétéroclite. Il y avait des hébertistes, il y avait des proudhoniens, il y avait toutes formes de factions. Mais toutes ces factions-là, malgré leur réformisme en demi-teinte, parce qu'entre le début de la Commune et la fin de la Commune, c'est pas la même chose, mais elles montraient quelque chose d'objectif qui était le devenir vers l'abolition du salariat.
Donc c'est ça qu'il faut revenir. Et je pense que quand on a ça en tête, qu'on a un regard de méthode, de déterminisme sur qu'est-ce que la Commune de Paris, qu'est-ce que l'insurrection du prolétariat de manière générale, on cesse d'aller trifouiller des détails pour se dire, bah tiens, la Commune de Paris, c'était vraiment l'abolition du salariat. C'est pas ça l'essentiel. Le prolétariat, il est contraint à un moment donné, il aboutit nécessairement à l'abolition du salariat. C'est pas juste, c'est pas un projet qu'on va aller chercher dans l'histoire où on va déformer les faits en disant, bah, on a accusé Engels de dire, vous voyez dans la Commune de Paris un projet radical. Parce que dans la première internationale, on disait, bah oui, bah effectivement, c'est une insurrection, mais où est-ce que ça veut en venir, etc. On disait, bah Marx, vous exagérez. Faut en revenir sans arrêt au déterminisme. C'est ce qui fait qu'on comprend la révolution. Oui, pour rebondir sur ce que dit Charles, justement, je pense que c'est important pour nos auditeurs. Quand on discutait de l'émission qu'on allait faire la semaine dernière, on se disait il est important de leur transmettre le fait qu'il faut absolument briser la loupe, on avait dit. Il faut briser la loupe. Qu'est-ce qui fait, vous parlez des gauchistes qui récupèrent de façon progressiste quelque chose qui s'est passé à une époque qui n'avait strictement rien à voir avec ça. Qu'est-ce qui fait qu'ils peuvent le récupérer? C'est qu'ils regardent à la loupe. Et donc, on va trouver, une féministe va trouver une mesure prise pour les femmes. Un réformiste socialiste va trouver une mesure prise contre le travail de nuit, etc. Mais le droitiste peut faire la même chose. Le droitiste, il va regarder le déclenchement surfacier sans regarder la longue durée qui a mené à la commune, et il va se dire c'est des gens qui émergent en tant que patriotes pour sauver la patrie en danger que le gouvernement n'assume pas de sauver. Donc, ce qui fait qu'un objet, quel qu'il soit, est récupérable, c'est la loupe, en fait. C'est la loupe qui ment et qui fait qu'on peut mentir. Dès qu'on brise la loupe, on voit immédiatement que la commune, c'est pas une réaction à la guerre, c'est la guerre elle-même qui est le résultat de luttes sociales qui remontaient avec la crise depuis les années 1860, la création de l'AIT, etc. C'est Napoléon III qui a un besoin de détournement vers l'extérieur des consciences prolétariennes, avec le jeu habituel des Anglais vis-à-vis du continent, etc. Mais la seule chose, et c'est très important, ça marche pour la commune, ça marche pour l'État, ce dont on parlait le mois dernier, ça marche pour tout. Dès qu'on regarde à la loupe, on rate l'objet qu'on essaie de regarder. Et même si on regarde l'actualité, c'est pareil pour le coronavirus. Qui ne peut pas comprendre le coronavirus? Un chef de service de réanimation. Parce que lui va le regarder à la loupe et va être incapable de s'extraire de ça pour voir l'objet coronavirus dans son histoire et dans sa destination. Et je pense que c'est vraiment très, très important parce que c'est quelque chose qui permet de comprendre tout objet. Non, mais alors, vous avez raison, Michel, et justement, il y a le point de vue de la loupe dans la caractérisation singulière de l'événement, dans son empirie, dans sa surface, dans sa localisation la plus étroite. Et il y a le développement des forces productives qui produisent justement le concept de l'universel et qui permettent de comprendre la globalité du développement objectif général de la totalité de l'intensité qui surgit. C'est-à-dire que 1870-1871, c'est bien évidemment la guerre franco-prussienne. Parce qu'il n'y a pas de commune s'il n'y a pas de guerre franco-prussienne. La commune, c'est le surgissement du prolétariat comme force potentiellement anticapitaliste dans une guerre franco-prussienne qui est une guerre intercapitaliste. Donc la question qu'il faut se poser, c'est comment l'anticapitalisme potentiel surgit du développement de l'intercapitalisation. Et c'est poser la question à quoi renvoie cette guerre franco-prussienne qui produit la commune en 1871 par rapport au cycle historique de longue durée du surgissement révolutionnaire du prolétariat. Le prolétariat, le prolétariat dans sa forme pré-prolétarienne, plébéienne, a été, à travers la sans-culotterie radicale,
tout ce qui a empoisonné la bourgeoisie girondine et la bourgeoisie robespierriste montagnarde, puis ensuite le consulat et l'empire. C'est-à-dire que la question s'est toujours posée, comment terrasser ce surgissement qui est en train d'apparaître et qui produit un monde nouveau. Alors même si ce monde nouveau n'est pas encore là, c'est une gigantesque angoisse parce qu'il y a quelque chose qui est en train d'apparaître dans l'après et qui n'est pas contrôlable. Donc c'est la révolution de 1830, c'est la révolution de 1832, c'est la révolution de 1848 et c'est le surgissement du prolétariat en 1871. Et c'est ce qui nous amène à comprendre la position stratégique de Thiers. Thiers, en 1871, veut régler une question qui n'a jamais été réglée. Il y a en permanence, dans le développement de la domination formelle, dans le surgissement de la capitalisation qui se met en marche pour aboutir à la domination réelle de 1914, des grèves, des radicalités qui constamment viennent faire chier la bourgeoisie et ensuite viendront emmerder la classe capitaliste. Et il faut régler cette question-là. Il y a dans ce Paris qui constitue la mégapole industrielle et sociale du devenir du capital, une contestation qui constamment se réitère à elle-même dans une forme de plus en plus radicale, et il faut régler la question. Donc, la Commune de Paris, c'est 1848 en plus radical, et c'est donc en plus radical la répression de 1848 en plus radical. Il y a une unité dialectique qui se positionne dans l'objectivité de la dialectique des forces productives et qui nous amène à comprendre deux territoires. Il y a le territoire de la géopolitique du capital, la France écrasée depuis 1815 à Waterloo, qui disparaît de la scène géopolitique puisque l'Angleterre a servi définitivement la France. On se rappelle, on en a parlé, je crois, c'était dans le cadre de l'émission sur la guerre, quand nous avions parlé de la guerre de Crimée. Et on avait bien positionné que la guerre de Crimée, c'est une guerre que la France fait, mais qu'elle fait pour l'Angleterre et contre elle-même. Et c'est ce qui se passe dans la guerre de Crimée, mais c'est ce qui se passe aussi dans la guerre franco-prussienne de 1871, qui vient accomplir la guerre de l'unité allemande avec la victoire de la Prusse à Sadova contre l'Autriche. C'est-à-dire que la France, quand elle enclenche la guerre de 1871, elle l'enclenche bien évidemment parce que ça fait une diversion aux luttes sociales, mais elle l'enclenche aussi parce que dans la géopolitique du capital, la France, qui est totalement phagocytée par la City, ne fait que les guerres que lui concède l'impérialisme britannique. Rappelons-nous toujours que dans l'œuvre de colonisation de l'Afrique, à un moment donné, il y a Fashoda. Et à Fashoda, les Anglais disent aux Français, c'est fini, vous partez du Soudan, c'est à nous. Donc, que ce soit les guerres coloniales, que ce soit les guerres territoriales, que ce soit tout ce qui se passe après Sadova, on en revient toujours à ce truc. Alors, bon, les gens peuvent travailler la guerre franco-française, la dépêche d'Ems, les magouilles diplomatiques, à savoir qu'il fallait absolument pas qu'il y ait sur la couronne espagnole un héritier allemand, etc. Ça, c'est tous les méandres diplomatiques de la géopolitique du capital. Mais ce qui est décisif, c'est que la guerre franco-prussienne, qui est une guerre qui condamne la France à l'échec, compte tenu, faut s'imaginer ce que la Prusse, qui va s'unifier après justement la défaite de 1871 dans la Galerie des Glaces à Versailles en créant l'unité allemande, parce que l'Empire allemand est créé à Versailles dans la Galerie des Glaces suite à cette victoire sur la France. Mais l'objectif de l'Angleterre depuis 1815, c'est d'empêcher qu'il y ait une rayonnance européenne qui soit particulièrement marquée. Et dans ce cadre-là, l'Angleterre voudra la destruction de l'Allemagne en 1914, mais elle veut, malgré les effets de représentation publicitaire, la défaite de la France en 1870.
Et donc, finalement, l'Empire français fait la guerre qu'il n'aurait pas dû faire, parce que dans le cadre de la géopolitique du capital, la France aurait dû s'allier à la Prusse contre l'Angleterre. Or, la France, vampirisée par l'Angleterre, fait cette guerre contre la Prusse qu'elle est condamnée à perdre. Donc, il y a tout le jeu anglais qui s'est positionné en 1815 et qui revient et qu'on retrouvera dans la Première Guerre mondiale et qu'on retrouvera dans la Deuxième Guerre mondiale, puisque depuis la défaite de Waterloo, la France n'a comme géopolitique possible, dans le cadre des déterminations historiques de la valeur d'échange mondialiste, que le fait de se soumettre aux impératifs de la City. Donc, cette guerre franco-prussienne, il y a toute cette géopolitique du capital qui nous amène à la guerre de 14 et qui nous amène justement à ce conflit entre l'Angleterre et l'Allemagne, et la France, là-dedans, elle est condamnée à être une supplétive. Mais dans le même temps, il y a toute cette histoire française des radicalités, 1830, 1832, 1848. Et quand les prolétaires communards à venir qui ont participé au siège de Paris dans les souscriptions pour les canons s'insurgent, c'est pas une insurrection patriotarde étroite. Il y a une collusion entre Napoléon III, Bismarck et le gouvernement républicain qui a proclamé la République contre Napoléon. C'est-à-dire que récupérer les canons, c'est pas simplement récupérer des canons pour défendre la nation comme cadre étroit. Il y a une lutte de classe dans la récupération des canons parce que il faut comprendre que derrière les symboles, il y a des structurations sociales. Et on a vu la même chose avec les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, ils peuvent pas agiter le drapeau rouge. Les Gilets jaunes, ils peuvent pas agiter le drapeau noir. Ça fait des décennies et des décennies que la dictature moderniste du capital qui écrase le prolétariat parle le langage gauchiste de la marchandise à travers le drapeau rouge et le drapeau noir. Donc même si le drapeau bleu-blanc-rouge est le drapeau de la révolution bourgeoise de 1789, dans ce temps qui s'accélère, dans ce temps qui transmute les significations, qui métamorphose les destinations, le prolo de base dans les années 2018-2020, qui veut dire abat le pouvoir, il ne va pas agiter le drapeau rouge ou le drapeau noir, puisque le drapeau rouge et le drapeau noir, c'est le pouvoir du gauchisme de la marchandise. Donc il va récupérer le drapeau bleu-blanc-rouge, qui est un drapeau réactionnaire, mais il lui donne une signification révolutionnaire parce qu'il transmute dans la négation de la négation la signification, parce qu'il remet tout à plat. Et c'est la même chose pour les canons. Les canons de Montmartre, c'est pas un enjeu patriotard débile, parce que le peuple de Paris défend la nation française, point. Il défend un Ascor, il défend une nation de radicalité contre la bourgeoisie républicaine, la bourgeoisie bonapartiste et Bismarck. Donc, on ne peut pas accepter que les Prussiens rentrent dans Paris. C'est la même chose qu'en 1919, la Commune de Berlin. On ne peut pas accepter que l'armée française, qui est complice de Nosk et de Scheidemann, rentre. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que dans le discours qui fait référence à la lutte nationale, on a ce qu'il y a dans le manifeste communiste. Quand Marx dit la bourgeoisie nous condamne en nous disant que nous voulons détruire la famille. Mais ce n'est pas nous qui voulons détruire la famille, c'est le développement du capital qui instaure une prostitution universelle. Et tout de suite, Marx ajoute, mais la nation, c'est la même chose. Il y a deux nations. Et le prolétariat doit, dans sa dictature anti-étatique, se mettre en mouvement d'être la classe nationale. Marx dit la classe nationale, c'est-à-dire la classe de toute l'étendue, de toutes les naissances de vie sociale. Donc, il y a deux conceptions de la nation. Il y a la nation de la raison marchande et il y a
la nation dut vivre là, dans le surgissement historique d'une matérialité concrète qui fait naissance des hommes. Donc, quand les prolétaires vont à Montmartre reprendre les canons, c'est pas pour reprendre une lutte nationale que l'Empire et la bourgeoisie n'ont pas assumée, c'est pour reprendre une lutte du NASCOR dans une autre dimension qui est celle de l'être générique. Donc, géopolitique du capital, géopolitique des luttes de classe, 1871, c'est 1848 qui revient, en plus fort, en plus radical, et on y reviendra après. Pourquoi l'extermination de la commune dans le cadre de cette lutte de classe qui fait qu'on ne peut pas résoudre ce cancer social qui revient constamment, et c'est ce que dit Thiers, il faut résoudre la question. Thiers vient résoudre la question, et non pas pour la droite monarchiste, Claire, Thiers vient résoudre la question pour la gauche du capital. Si je peux rebondir sur ce que vous disiez sur les gilets jaunes, justement. Parce qu'il y a un parallèle sur le regard porté, et je vais revenir à ce que je disais sur la loupe. Quand quelqu'un regarde la commune de Paris à la loupe, il dit mais vous rêvez, ils ne sont pas communistes. Il y a de tout, il y a tout ce que vous voulez. Ils ne demandent pas la fin de l'État, du salariat, etc. Il y a des blanquistes en majorité, les internationalistes sont plutôt rares. Et de ce regard à la loupe, il tire une conséquence en disant vous racontez n'importe quoi. Sur les gilets jaunes, c'est pareil. Sur les gilets jaunes, on les regarde à la loupe, on dit non, c'est des gens qui veulent pouvoir se payer l'essence pas trop cher, et qui ont du mal à remplir leur frigo, qui ont des vraies difficultés, mais des communistes, vous rêvez. Et c'est vrai, mais c'est faux. C'est-à-dire que c'est vrai à la loupe, la photographie est exacte, mais ce qui est important, c'est pas la photographie, c'est justement la tendance. La destination. Voilà. Et c'est pour ça que le français, on parlait de le français et des publications, le français, à un moment, il dit dans son bouquin, il dit tout socialiste révolutionnaire doit soutenir le comité central. Le comité central, il n'est pas communiste. Ce sont des prolétaires en tendance de radicalité, plus ou moins selon ceux qui sont là. Mais lui, il comprend qu'il faut les soutenir. Et c'est de la même façon que nous avons compris, nous, dès le départ, qu'il fallait soutenir les Gilets jaunes, parce que la révolution, elle est là, elle n'est pas ailleurs. Et donc, par définition, la révolution, elle n'émerge pas toute prête, parfaite, avec des gens qui regardaient le foot. Voilà, avec des gens qui regardaient le foot et qui jouaient au tiercé, et qui le lendemain sont des communistes qui veulent abolir l'argent et l'État. Ça, c'est pas possible. Par contre, ce qui est important de repérer, c'est où est la tendance. Et puisque je suis là-dessus, et c'est pour ça que c'est très important. Alors, je pense qu'on fait circuler nos publications de français sur les sites des Gilets jaunes, mais il y a une différence gigantesque, et j'espère que plein de Gilets jaunes liront ce qu'a écrit le français. Il y a une différence majeure entre le français et les Gilets jaunes, justement. C'est que c'est cette capacité, mais c'est pas leur faute, c'est lié à l'époque, etc. Mais c'est cette capacité à tirer des conséquences pratiques immédiates de ce qui se passe. Les Gilets jaunes, de semaine en semaine, sur des mois, ont donné rendez-vous au préfet allemand à heure précise, un endroit précis, avec courage, hein, parce qu'ils en ont souffert dans leur chair, mais pour se faire taper dessus. Ils répétaient une théâtralité qui faisait qu'ils avaient l'impression de lancer un mouvement et que ça grandissait, donc ils y retournaient parce qu'il y avait de la vie, mais ils reproduisaient sans arrêt quelque chose qui ne tirait pas les conséquences du samedi précédent. Le français, il faut vraiment qu'ils aillent le lire, ceux qui nous écoutent, c'est vraiment important parce que c'est pas Marx, c'est pas un génie de la théorie, mais il tombe tout le temps juste parce qu'il tire les conséquences immédiates de ce qu'il vit dans le temps où il le vit. Et donc, par définition, le français aurait fait un rendez-vous le samedi, place de la République ou je ne sais où, mais pas deux. Parce qu'on sait immédiatement que ça ne peut pas se passer là, qu'on est de la chair à canon et que rien ne sortira de ça. Et ça, donc, bon, j'insiste, mais c'est vraiment très important que ceux qui nous écoutent aillent lire ça, parce que tout ce qu'ils ont vécu les 2-3 années 2018, donc les 2 années passées,
le français répond de façon pratique. Et pareillement pour Kronstadt aussi. Alors Kronstadt, ça peut sembler loin de la Commune de Paris, qui est, on va dire, le terreau principal, enfin, en tout cas en apparence, parce que tout ça c'est universel évidemment, mais en tout cas du prolétariat gilet jaune. Mais si on lit les Investias qu'on a publiés, par exemple, et les marins de Kronstadt ou les soldats, ils disent nous luttons contre les communistes. Alors c'est très drôle parce qu'ils sont infiniment plus communistes que les salauds qu'ils appellent communistes. C'est-à-dire qu'il y a une ambiguïté historique due au développement de la social-démocratie entre la domination formelle et la domination réelle, avec l'apparition du parti bolchevique, qui est juste une social-démocratie radicalisée dans le discours. Donc, du coup, il y a un amalgame historique entre justement ce qui est la pensée radicale qui vient de la Première Internationale, à bas l'État, à bas l'argent, et on n'utilise pas les moyens de l'aliénation pour lutter contre l'aliénation. Et puis évidemment, la pensée bolchevique qui est en gros la transition étatique, le capitalisme d'État pour éventuellement peut-être petit à petit éteindre le capital, quoi. Donc, quand ils luttent contre ces gens-là, ils disent à bas les communistes. Donc ceux qui vont aller avec la loupe, ils vont se rendre compte, c'est pas une commune insurrectionnelle radicale. Ils disent à bas le communisme. Donc c'est là qu'il faut être intelligent. Il faut toujours, comme dit Michel, il y a une intelligence pratique qui est due à l'époque et aussi aux limitations. Aujourd'hui, on est un siècle après, on comprend beaucoup plus à partir de la forme développée et la forme inférieure. On comprend beaucoup plus aujourd'hui le sens de ceux qui se sont battus jusqu'à la mort que ceux qui étaient sur place, en fait. C'est pas Gustave le Français qui peut donner le sens à Gustave le Français. C'est même pas la Commune de Paris, enfin la Commune de Paris dans son ensemble. C'est-à-dire que on comprend la Commune de Paris parce qu'on comprend le mouvement vers lequel elle aboutit in fine. C'est ça qui fait qu'on comprend un événement historique. Donc, et pareil, j'invite tout le monde à aller lire sur Kronstadt. Alors, il y a l'empirique, c'est intéressant. Il faut quand même savoir un peu alors où est Kronstadt sur une carte avant de dire la commune de Kronstadt, c'est un moment essentiel pour comprendre toute l'imposture bolchevique, puisque c'est l'événement qui met fin à l'imposture et de la révolution d'octobre, comme révolution pseudo-radicale, parce que entre-temps, il y a eu toutes les phases de décomposition où il y a il y a la révolution avortée, enfin la tentative révolutionnaire de 1905. On a la février 1917, donc tout le pouvoir aux soviets, etc. Donc la chute de Nicolas II. Et entre février, juillet et octobre, on a différents moments où la social-démocratie, dans ces camps différentiels, va s'affronter en interne les mencheviks, les bolcheviks, les SR de droite, les SR de gauche, etc. On va avoir plusieurs scissions. Et on arrive à la fin de ce grand mouvement où justement les différents mouvements de recomposition, l'Assemblée constituante, etc., au final, on a un pouvoir bolchevique qui se structure comme classe capitaliste d'État pour le développement du capital en Russie. Et on arrive c'est le période qu'on appelle le communisme de guerre. Faut comprendre l'anticommunisme de guerre, puisque justement c'est la constitution, c'est un peu le concordat, 1795, la contre-révolution, la terreur, etc. C'est-à-dire qu'on a une affirmation dans un premier temps du capital, et puis on a un moment où justement la vérité de la révolution capitaliste se révèle dans la répression. Alors en France, c'est contre les babouistes, et là c'est justement 1921, Kronstadt, les Kronstadtiens, le prolétariat de Pétrograd, etc. Donc tous ceux qui s'étaient battus en février 17, en juillet 17, pour l'instauration du pouvoir, du pouvoir ouvrier, c'était les soviets à l'époque, c'est-à-dire qu'il y a encore une illusion autogestionnaire dans les soviets, etc., où quelque part c'est l'usine aux ouvriers et la terre aux paysans. Mais on arrive au bout de ce cheminement-là. La révolution bolchevique se révèle comme étant non pas une révolution communiste qui a échoué, mais une révolution capitaliste qui a réussi. Et 1921, Kronstadt, c'est le moment précis où tout ça se révèle. Donc c'est un événement vraiment essentiel pour justement nettoyer, faire le mouvement de désinfection, comme dirait Bordiga, de la pensée communiste révolutionnaire, puisque justement on voit ce qu'a été le marxisme, on voit ce qu'a été le gauchisme de la marchandise, et dans tous ces aspects exterminateurs, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose qui est essentiel, même dans l'empirie, à être au courant, savoir où est Kronstadt, qu'est-ce qui s'est passé et comment ça s'est fini in fine, quoi. Sans forcément le fétichiser, comme a dit Michel, parce que la loupe, évidemment, on tombe toujours à côté, quoi. Alors, moi, je reviendrai sur Kronstadt dans un deuxième temps, mais je voudrais solder les comptes de la Commune de Paris. Dans la grande mythologie de l'imposture de la gauche du capital, préciser en quoi
la Commune de Paris n'est pas ce qui permet à la gauche du capital de se mettre en mouvement, mais expliciter en quoi la Commune de Paris, parce qu'elle est liquidée, permet à la gauche du capital de se mettre en mouvement. C'est-à-dire que la gauche du capital, en 1848, c'est elle qui massacre le prolétariat dans les journées de juin. Quand Thiers massacre le prolétariat en 1871, il vient résoudre une question sociale qui, de décennie en décennie, emmerdait la classe dirigeante et posait un problème majeur à la modernisation et à la mise en mouvement de la valorisation capitaliste. La question essentielle, c'est comment exterminer la radicalité ouvrière parisienne. 1830, 1832, 1848 et 1871. C'est quoi cette radicalité? C'est une radicalité qui ne se bat pas contre l'Église, qui ne se bat pas contre la réaction, puisque le prolétariat communard, qu'il soit blanquiste, qu'il soit proudhoniste, qu'il soit néo-proudhoniste, qu'il soit pré-bakuniniste, il sait que son ennemi, c'est la bourgeoisie moderniste de la progression du capital. Le prolétariat communiste, alors communiste en tendance, mais plus la Commune de Paris bouge, plus les secteurs les plus collectivistes, les plus néo-proudhonistes se rendent compte qu'il y a une question sociale qui dépasse les problématiques étriquées des sectes. Là, on retrouve dans la Commune de Paris, on retrouve dans le comité central, on retrouve dans toutes les organisations tout ce bouillonnement des vieux mouvements d'un prolétariat qui n'est pas encore le prolétariat moderne, qui est le prolétariat pré-prolétarien. Quand on parle de Lefrançais, quand on parle de Varlin, quand on parle des internationalistes, ils sont minoritaires sur le papier en quantité, mais ils sont majoritaires dans la destination historique. Au bout de la Commune de Paris, il n'y aura plus de néo-proudhonistes, de néo-blanquistes. Le néo-blanquisme va disparaître de lui-même. Le néo-proudhonisme va disparaître de lui-même. C'est-à-dire que la question centrale qui est posée par le surgissement révolutionnaire du prolétariat, c'est que l'ennemi, c'est pas l'antériorité, c'est pas l'Église, c'est pas la noblesse, c'est pas la monarchie. Le prolétariat parisien comprend que l'ennemi, c'est la modernité, c'est la bourgeoisie, c'est le progrès. La franc-maçonnerie, alors on nous raconte toute une série de fadaises. Tous les ordres maçonniques ont appelé au massacre du prolétariat parisien. Des individualités du Grand Orient ont été agiter leur fanion sur les murailles, mais c'est des individualités. La franc-maçonnerie, la bourgeoisie, toute la modernité progressiste du capital a appelé au massacre du prolétariat. Et on en vient à cette transcroissance Commune de Paris, affaire Dreyfus. C'est-à-dire que le prolétariat parisien massacré en 1871 est massacré parce qu'il faut d'une manière définitive que le progressisme de la marchandise s'asservisse le prolétariat. Et de la Commune de Paris 1871 à l'affaire Dreyfus se crée la gauche moderniste du capital dont le langage est à bas la réaction, vive le progrès démocratique de la marchandise. C'est-à-dire que le prolétariat massacré physiquement en 1871 est absorbé culturellement et socialement dans l'affaire Dreyfus. L'affaire Dreyfus, alors on met de côté la réalité de l'affaire Dreyfus, même si c'est effectivement intéressant d'un point de vue juridique, technique et historiographique, puisque toute l'histoire de l'affaire Dreyfus
à partir du bordereau d'état-major, part d'une affaire d'espionnage sur le frein hydraulique du canon de 120. Donc, nous savons que toute cette affaire d'espionnage qui est organisée par l'Allemagne à partir d'un officier d'état-major qui travaille dans les périmètres de l'artillerie ne peut absolument pas faire de la source d'espionnage Esterhazy. Donc, l'histoire officielle, le coupable, c'est Esterhazy. Esterhazy est un officier d'infanterie. C'est pas possible. Cet officier d'infanterie ne peut pas avoir, même si on zigzague dans tous les sens, connaissance des éléments majeurs qui sortent de l'état-major dans les bureaux de l'artillerie sur le frein hydraulique du canon de 120. Donc la légende Esterhazy est coupable, c'est pas possible. Donc on a toute cette affaire Dreyfus. Alors ce qui est très marrant, c'est qu'aujourd'hui on nous dit l'affaire Dreyfus est un complot anti-juif, alors même qu'on nous dit que le complotisme est un péché absolu de l'intelligence. Donc il y a pas de complot dans l'histoire, mais il y a un complot au moment de l'affaire Dreyfus. Je rappelle qu'au moment de l'affaire Dreyfus, on a plus de 300 ou 400 officiers qui sont juifs, on a plusieurs généraux, dont un général qui est très connu, qui s'appelle Mardoché de Walbrecht, je crois, et que à l'époque, les services spéciaux n'enquêtent pas sur les juifs. Le système des fiches, c'est une chasse à l'officier catholique traditionnel. Il y a une épuration dans toutes les structures militaires de l'époque qui ne visent pas les juifs, qui ne dérangent personne, puisqu'ils expriment le progressisme de la marchandise. La chasse à l'homme, c'est l'officier catholique qui va à la messe. Et on a 600 bouquins sur l'affaire des fiches. Donc, pourquoi mettre en perspective historique l'affaire Dreyfus et la Commune de Paris? Parce que quelque part, l'affaire Dreyfus, c'est la conclusion de l'affaire de la Commune de Paris. La Commune de Paris, on a Gallifet, qui est le grand massacreur. Gallifet, c'est le Trotsky de Paris, puisque Trotsky sera le Gallifet de Kronstadt. Donc, on a Gallifet, qui est le grand massacreur. On a Waldeck-Rousseau, copain de Millerand, copain de Vaillant, toute cette unité de la gauche démocratique. On a Zola, on a Clémenceau, au moment de la Commune de Paris, qui joue le faux cul, un coup à gauche, un coup à droite, un coup versaillais, un coup communard. Embrassons-nous Folleville, ne nous faisons pas la guerre. Clémenceau, c'est le réseau centriste pour accommoder les contradictions. Puis alors on a Zola, l'homme du J'accuse, qui applaudit à l'extermination des communards. Donc, l'affaire Dreyfus, c'est le moment où Gallifet, Waldeck-Rousseau, Zola, Clémenceau, tous les torpilleurs mous ou tous les massacreurs offensifs de la Commune se retrouvent pour dire au prolétariat, ton ennemi, ce n'est pas le progressisme de la marchandise, ce n'est pas la démocratie capitaliste qui avance, c'est l'Église, c'est la réaction cléricale et c'est l'armée réactionnaire. Donc, il faut comprendre que la Commune de Paris a pour objet d'exterminer physiquement ce prolétariat résistant qui, après 32, après 48, est toujours là, et emmerde tout le monde. Donc, la semaine sanglante, c'est l'extermination physique, mais après l'extermination physique, il faut l'extermination mythologique. Et l'extermination mythologique, c'est l'affaire Dreyfus, qui est le point final. Tous les exterminateurs de 1871, dans l'affaire Dreyfus, disent au prolétariat, mais ton ennemi, c'est ce qui est mort, c'est l'Église, c'est la noblesse, c'est la vieille France qui est morte. Par contre, adore la gauche du capital moderniste qui met en marche la domination réelle qui arrive. Donc, il faut comprendre ce lien dialectique entre la Commune de Paris et l'affaire Dreyfus, qui a pour objectif l'extermination historique du prolétariat. En 1871, on liquide cette force sociale qui résiste sur le terrain et qui, dans le bouillonnement néo-proudhonien, blanquiste,
néo-bakouninistes, tout ce que vous voulez, fait surgir la perspective de l'abolition du salariat et de l'État. C'est ça le danger. Et l'affaire Dreyfus permet la voie de garage démocratique par rapport aux droits de l'homme, les droits de l'homme d'affaires, les droits de l'homme de la valeur d'échange. Donc, bien comprendre 1871, l'affaire Dreyfus, et bien comprendre qu'à partir de là, on a toutes les commémorations d'aujourd'hui qui visent à complètement mettre de côté la radicalité subversive du prolétariat parisien de 1871 pour nous enfermer dans ce qui est l'écolo-boboïsme du gauchisme du capital. Et Michel a dit un truc tout à l'heure qui est très très important. Les communards, ils ne sont pas pour l'abolition du salariat et pour l'abolition de l'État comme ça, exprimés d'une façon claire et immédiate, mais ils sont dans un mouvement d'immanence qui y conduit. Donc on ne les a pas massacrés. On ne les a pas massacrés parce qu'ils déclaraient d'une manière explicite la chose. On les a massacrés parce que même s'ils ne le déclaraient pas de manière explicite, ils étaient cette redondance infinie et intolérable qui, de 1830 en 1832, en 1848, venait constamment rappeler qu'il y a dans le prolétariat la conscience présente, mais il y a toute la trajectoire de l'inconscience historique de la Gemeinwesen qui est derrière. Et si Clémenceau, dans l'affaire Dreyfus, est ce grand panégyriste des droits de l'homme, de la démocratie, et qu'il est en même temps le briseur de grève le plus radical, le plus violent, le plus sanglant, il y a un lien à faire. Et là, on a une totalité dialectique qui exprime, alors on reviendra sur Kronstadt, parce que Kronstadt, c'est la même chose ailleurs, dans une autre formalisation historique. La Commune de Paris, elle désigne la gauche du capital comme le pire ennemi du prolétariat, dans sa forme fusillade avec Gallifet, et dans sa forme intégrationniste avec l'affaire Dreyfus, les Zola, les Clémenceau et les Waldeck-Rousseau, qui demandent à Gallifet de rentrer dans le gouvernement. C'est-à-dire que Clémenceau, Zola et Waldeck-Rousseau embrassent Gallifet sur la bouche en lui disant « Toi, fusilleur de la Commune de Paris, tu es notre meilleur ami pour le progressisme du capital. » Alors, vous avez parlé justement de ce lien entre la liquidation mythologique et la liquidation physique. Mais quelque part, pour montrer qu'il n'y a pas de fétiche sur l'événement 71, l'événement 20 ou le 21 ou quelconque forme de commune, on pourrait aussi parler de 1936-1937 en Espagne, où justement on a en 36, alors pour le coup c'est l'inverse, mais ça montre encore mieux l'exemple. On a la liquidation mythologique à travers le front antifasciste, où justement on dit les anarchistes devenus ministres, les républicains se mobilisent, il faut lutter contre Franco, il faut lutter, c'est le moins pire ennemi, donc on va lutter contre Franco sur les fronts antifascistes. Donc on sort le prolétariat de son terrain historique, de son automouvement, puisqu'au final on parle de ça, on sort de l'automouvement, et puis c'est fini les milices, on fait une armée permanente, alors on rétablit les syndicats dans les usines, etc. Et par cette liquidation mythologique de juillet 36, on arrive à la liquidation physique des journées de mai 37. C'est-à-dire que la liquidation mythologique qu'on peut voir en 36 avec le front antifasciste, comme on peut voir avec les affaires, le début quelque part de la domination du sociétal sur le social dans une stratégie contre-révolutionnaire à partir de Dreyfus, quelque part c'est déjà un pré-massacre. C'est-à-dire que c'est ce qu'on disait sur la guerre, par exemple, dans notre émission de l'été dernier, là. C'est-à-dire que l'essence de la guerre, c'est pas juste la violence physique. C'est de pouvoir socialiser une domination politique de classe. Et donc, quand on parle... Ce que vous dites est très important, parce qu'au bout de l'affaire Dreyfus, on a le cadenassage complet du prolétariat massacré en 1871, qu'on emmène drapeau au vent et fleurs à la baïonnette au grand massacre de 14. Et on a les anarchistes, avec Kropotkin, avec Grave, on a toute la social-démocratie qui appelle à la grande boucherie. Parce que le prolétariat en 1871 s'est levé contre la modernité du capital. Grâce à l'affaire Dreyfus, on lui dit « Mais non, la modernité du capital est ton ami. Ton ennemi, c'est l'archaïsme mort et moribond de l'ancien régime. » C'est-à-dire que
grâce à l'affaire Dreyfus, on fait croire au prolétariat que son ennemi, c'est l'ancien régime qui est mort et que son ami, c'est le nouveau régime qui naît. Et en 14-18, tous les groupes socialistes, tous les groupes anarchistes, à part ces points d'ancrage avec Malatesta qui sort du mouvement anarchiste, Rosa Luxembourg qui sort de la social-démocratie, toute la gauche du capital appelle à la grande boucherie de 14. Donc, en 1871, on extermine physiquement le prolétariat. L'affaire Dreyfus permet de l'enrégimenter mythologiquement. Et en 14, toutes les gauches du capital lui disent « Mais va dans ce grand bourbier de la guerre de 14, défends la démocratie républicaine, va te battre contre les empires centraux. Va te battre contre les empires centraux. Ton ennemi, c'est pas le capital, c'est les empires centraux. » Donc, faut comprendre cette dialectique qui fait que la Commune de Paris n'est pas simplement un moment où on massacre le prolétariat, c'est un moment où on le massacre, mais pour préparer des massacres ultérieurs encore plus massifs. La semaine sanglante est terrible, mais elle n'est qu'un laboratoire de recherche préfiguratif pour, dans l'ordre des mythologies, des idéologies et des obscurantismes, préparer 14. Et l'anarchisme, comme le marxisme, vont, dans une unité sacrée, appeler au grand massacre. Les groupes révolutionnaires qui vont surgir à partir des années 20 et à des années 30, Malatesta, Rosa Luxembourg, sont précisément des gens qui vont montrer que l'anarchisme officiel et la social-démocratie officielle, qui ont, dans l'affaire Dreyfus et dans la défense de la démocratie au moment de la guerre de 14, étaient uniquement les mercenaires du capital. Et on verra la même chose tout à l'heure pour les anarchistes avec la commune de Kronstadt, parce que même si les anarchistes, au moment de la commune de Kronstadt, à Kronstadt, ont effectivement des positions critiques par rapport à l'extermination bolchevique, le Makhnovitz en Ukraine, dans les mêmes temporalités, s'allie aux bolcheviks de la même manière que la CNT va s'allier à la gauche du capital en 1937 en Espagne. Donc on va retrouver les mêmes problématiques, c'est-à-dire que le gauchisme, l'anarchisme, la social-démocratie, toutes les gauches du capital, sous des formes diverses et variées, aboutissent toujours à dire finalement, nous sommes les meilleurs fusilleurs du prolétariat. Et là encore, je reviens à ma petite marotte avec la loupe, mais c'est vraiment important. Oui, je sais, votre grand-père était opticien. Mais vous parlez de Dreyfus. Et vraiment, si on regarde Dreyfus à la loupe, Dreyfus, c'est peut-être un des sujets sur lesquels il y a eu le plus de livres. C'est gigantesque. Des gens qui écrivent des tomes et des tomes sur Dreyfus d'un point de vue. Sans aller aux archives. Ou même en y allant, mais d'un point de vue strictement judiciaire. C'est-à-dire, ils vont discuter d'Esterhazy, qui n'a manifestement rien à dire parce qu'il ne sait rien de rien compte tenu de sa situation pratique. Donc, on voit mal ce qu'il pourrait balancer. Alors, on va parler du petit bleu, de tous ces trucs-là. Mais ce qui compte, c'est pas vraiment ça. C'est de comprendre l'affaire Dreyfus sans la loupe dans la séquence historique. C'est-à-dire qu'en 1871, on écrase le prolétariat. Et puis, ce qui reste, on l'envoie à Cayenne, etc., ou en Nouvelle-Calédonie, que sais-je. 10 ans plus tard, commence avec Ferry la persécution des congrégations, les jésuites, etc. C'est-à-dire, on commence à viser le clergé pour attirer l'attention des rares qui restent et qui ont, pour déjà casser cette mémoire 10 ans après. Puis on enchaîne, et c'est là que commence à s'inscrire l'affaire Dreyfus dans les milieux des années 1890 jusqu'au début des années 1900. Puis on va finir par la loi de séparation de l'Église et de l'État en 1905, etc. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une séquence que vous décrivez de la Commune jusqu'à la Première Guerre mondiale où on détruit le prolétariat, et tout en le détruisant comme on ne peut pas le détruire, on détruit avec lui, ou en le poussant à le faire, le goupillon et le sabre, jusqu'à 1914. Et donc, en 1914, évidemment, tout le monde y va joyeusement. Et pour parler de... j'avais un truc... Oui, on parlait de la mémoire. La mémoire.
J'ai vu, alors c'est Zemmour, je crois, qui disait la semaine dernière, quand il parle de la commune, il expliquait que quand même Rossel ou Vermorel ou que sais-je, c'est pas Danton. Sous-entendu, c'est des inconnus, et ça, c'est quand même drôle parce que euh, par définition, ils ne peuvent pas être connus parce qu'ils sont trop importants. Bien sûr. C'est parce qu'ils L'histoire ne valorise que l'insignifiance servile. Et justement, elle met de côté la signifiance anti-servile. Donc, on en parlait l'autre fois, on a des rutières à peu près partout. On peut, en cherchant dans des coins staliniens, trouver éventuellement une place Robespierre. Mais alors, une place Varlin ou une rue. Et ça, c'était un signe. Alors, il y a quelques rues Varlin parce que les stalinistes ont récupéré Varlin. Ils récupèrent tout. Je sais pas. Ils récupèrent tout. Le stalinisme se reconnaît au fait qu'il reconvertit tout. Et au bout, ce qu'on a effacé, on en refait une mythologie. C'est-à-dire que vous trouvez aujourd'hui, j'ai vu cette semaine un documentaire sur Arte sur la commune. C'est fait sous forme de dessin animé. Toutes les voix off sont faites par la bohème des acteurs français, etc., qui n'ont évidemment pas fait la voix off des Gilets jaunes pendant 2 ans. Et puis là, voilà. Et ça c'est merveilleux. C'est-à-dire que c'est des gens qui se manifestent quand il faut célébrer mythologiquement un truc qu'on a effacé. Non, mais la gauche adore la Commune de Paris parce qu'elle veut restituer, à partir de la Commune de Paris, la modernité pathologique de son temps contemporain. C'est un bistrot à Montmartre avec des mecs qui chantent, qui jouent de l'accordéon, qui sont préoccupés par la planète, qui veulent que les poubelles soient bien ramassées, qui veulent un peu plus de justice, qui veulent que la femme de ménage ait un salaire plus haut. C'est-à-dire que toute la misère du temps contemporain réexplose dans la pathologie hystérique de la gauche du capital qui nous crée une commune de Paris qui ne dérange personne. La commune de Paris, c'est un village bobo avec de l'accordéon, du pastis et puis des chansons. Ben non, c'est pas ça la commune de Paris. La commune de Paris, c'est un mouvement qui fait qu'à la fin de la commune de Paris, tous ceux qui sont rentrés dans le mouvement au début ont changé. Même le mec le plus réformiste qui a commencé, à la fin, au moment de la semaine sanglante, il est plus pareil. Les émotions, les perceptions, les destinations, les compréhensions, tout a bougé. Tout a bougé. Quand Engels répète à plusieurs reprises dans sa correspondance vis-à-vis de tous ses interlocuteurs, qui lui posent la question, mais c'est quoi la Commune de Paris? C'est quoi la dictature du prolétariat? Il fait cette jonction dialectique entre les deux en leur disant, mais messieurs, vous voulez savoir ce qu'est la dictature du prolétariat? C'est la Commune de Paris. Il ne dit pas ça au sens où la dictature anti-étatique du prolétariat, c'est la Commune de Paris dans ce qu'elle n'a pas pu faire. Il le dit en montrant que par-delà ce qu'elle n'a pas pu faire, il y a un mouvement, il y a une dialectique en profondeur qui fait que ce qui est le plus important dans la Commune de Paris, c'est précisément ce qu'elle n'a pas pu faire. C'est cette destination de sens. Quand Rosa Luxembourg meurt et qu'elle dit « j'étais, je suis, je serai », elle a rien produit de communisme tangible, mais elle a produit quelque chose de gigantesque dans le communisme de destination. Quand les insurgés de Kronstadt, et on va y revenir, ont fait surgir cette commune. Cette commune, elle doit commencer le 1er mars et s'arrêter aux alentours du 15 ou du 20 mars. Donc, elle n'a même pas un mois. Mais cette commune de Kronstadt qui n'a pas un mois, alors que la commune de Paris a dû en avoir 3. Ce qui est important, ce n'est pas la durée phénoménale, c'est la destination dialectique des profondeurs phénoménologiques. Qu'est-ce qu'elle produit en surgissement de destination pour l'avenir? Même si les communards de Paris, même si les communards de Kronstadt sont morts, même si ça n'a pas duré longtemps, même si ça n'a pas transformé, ça a ébranlé l'ordre mondial du capital.
pourquoi ça a ébranlé l'ordre mondial du capital? Et c'est là où on comprend la phrase de Engels, messieurs, c'est ça la dictature du prolétariat. C'est pas la dictature du prolétariat aboutie qui produit le communisme, puisque pour produire le communisme, il faut être au bout de la crise terminale du capital et que, en domination formelle, la Commune de Paris ou la Commune de Kronstadt, dans les premiers temps de la domination réelle, ce sont des périodes historiques qui ne peuvent pas produire le communisme, puisque le capital a encore une dynamique d'essor qui est gigantesque. Mais c'est cette alerte incroyable qui fait trembler la banque, l'État, la valeur d'échange, la marchandise, tous les pouvoirs de l'aliénation, parce que d'un seul coup, une force terrible, même si elle va être écrasée, vient dire que celui qui est vainqueur, c'est pas celui qui a gagné. Celui qui est vainqueur, c'est celui qui, par la frayeur qu'il a suscitée, fait signal qu'un jour, cette frayeur va renaître de manière encore plus puissante, parce que précisément, elle incarne la force historique de l'avenir. Donc la Commune de Paris, la Commune de Kronstadt, elles sont importantes non pas tant pour ce qu'elles sont, même si elles ont une importance historique pour ce qu'elles sont, elles ont une importance gigantesque parce qu'elles désignent quelque chose qui dépasse ce qu'elles sont. Et ça, parce que nous, à travers Hegel, à travers Marx, à travers les groupes maximalistes communistes, nous le comprenons, nous le saisissons et nous le signifions, on comprend. Alors cette fameuse chanson « Non, la commune n'est pas morte », c'est pas qu'une tempête lyrique et musicale. Non, la commune n'est pas morte, parce que précisément, quelque part, même si 80% des gilets jaunes ne savent pas qui est Varlin ou Vermorel, ils font revivre Vermorel et Varlin. Et non, la commune de Kronstadt n'est pas morte, parce que même si les insurgés de Kronstadt ne sont pas dans la mémoire vivante des prolétaires qui vont se mettre en mouvement dans le temps qui vient, dans le souterrain, dans la sous-jacence historique, ils sont là. Et c'est ça qui est décisif. Et donc aujourd'hui, nous, contrairement à la gauche du capital, qui commémore la Commune de Paris pour la réenterrer une nouvelle fois, pour dissimuler toute sa subversion sociale et pour en faire un club de paumés bobos à Montmartre, nous savons que c'est une ouverture radicale qui transforme le temps et l'espace et qui va vers l'abolition de l'État et vers l'abolition de l'argent. On pourrait parler aussi peut-être parce que c'est quelque chose qui revient souvent comme un argument un peu oiseux, mais de la violence, la question de la violence dans ce moment-là et de façon générale de la violence révolutionnaire, de la violence contre-révolutionnaire. Bon, déjà, la réalité de la violence lors de la Commune de Paris, vous savez, il y a toujours l'argument, il y a eu des horreurs des deux côtés. Donc, le constat, quand même, il est assez déséquilibré parce que alors bon, ça va, disons, plus ou moins 20 000 d'un côté, et puis 80, peut-être un peu plus de l'autre côté. On amène même sur ce terrain-là la question de la violence des incendies, c'est-à-dire c'est honteux, on peut fusiller 20 000 personnes et puis en même temps se scandaliser parce que les tuileries brûlent, donc quelque chose d'extravagant presque. Mais ce qui est intéressant, c'est de poser la question aussi d'un point de vue qualitatif. Qui est violent et pourquoi et quand? Parce que, bon, il y a des violences contre-révolutionnaires de Versailles immédiatement, très très vite et massives. Et donc, la commune est obligée de prendre ce qu'on appelle le décret des otages. Alors, elle prend ceux qui sont manifestement contre-révolutionnaires, elle les garde avec la possibilité pour elle, en tout cas c'est l'idée en l'annonçant à Versailles, qu'on en fusillera 3 pour tout communard fusillé. Ce qui est intéressant, c'est de rendre compte que tant que le processus révolutionnaire avance, c'est jamais appliqué. Il n'y a pas de fusillé. C'est un truc presque pour se rassurer et pour inquiéter l'ennemi. Mais en pratique, des humains qui font la révolution, ils ne se passionnent pas pour ça. Par contre, arrive le moment de la semaine sanglante où tout dégénère, et là, ça commence. Mais alors là, ça commence chez qui et par qui?
c'est les gens de la préfecture de police de Paris qui sont des blanquistes comme Raoul Rigaud, Théophile Ferré, etc. Donc des gens qui ont, moi je ne juge pas leur authenticité révolutionnaire, mais qui ont fétichisé la violence ou le coup de force en général, et donc ça se retrouve évidemment là, qui en fusillent quelques-uns. Puis après, il y a la foule à la fois des bourgeois qui s'étaient terrés dans Paris en attendant que ça passe et qui se réveillent, et puis des prolétaires aussi, les moins conscients, qui soudainement sont pris de peur. On a retrouvé ça en 44-45 et qui du coup se retournent contre ceux qui les ont soi-disant amenés sur la mauvaise voie. Mais par contre, les plus avancés, le français et même Varlin, qui est le plus bel exemple, non seulement même quand, alors évidemment jamais de violence, mais même quand ça dégénère, il va faire partie de ceux qui vont essayer de sauver des vies au risque de perdre la leur face à la foule en colère. Et cette foule les fusillera à eux, justement. Donc, quand on pose la question de la violence, il faut toujours la poser d'un point de vue qualitatif, c'est-à-dire qui est violent, et aussi la question de la temporalité, c'est-à-dire quand la violence émerge, etc. Sur Kronstadt, je connais moins. Je ne sais pas, peut-être que tu pourrais nous en parler. Sur la temporalité, c'est assez similaire, hein, c'est-à-dire que les insurgés, ils n'ont pas, à aucun moment, ils sont allés chercher à avoir un conflit militaire ouvert justement contre les bolcheviks. À la base, tout ce qu'ils voulaient, ça a commencé avec la revendication, les 15 revendications qu'on appelle la résolution du Petropavlovsk. Donc le Petropavlovsk, c'est ce grand cuirassé qui était plus ou moins leur quartier général sur la forteresse, sur l'île. Et il demandait en fait qui deviendra le Marat. Ah oui, parce que je sais qu'il y avait un navire qui s'appelait la commune de Paris. Ils vont le débaptiser parce qu'il est pollué par l'insurrection des marins de Kronstadt, et ils vont lui donner le nom de cette ordure capitaliste, Marat. Et donc ça deviendra le Marat. D'accord, donc la commune de Paris, on les envoie en Nouvelle-Calédonie, et puis les cuirassés, on les renomme, quoi. Mais pour la temporalité, en fait, à la base, ils voulaient juste tracter leur résolution qui demandait on veut les soviets qui soient pas juste l'apanage ou enfin la succursale des bolcheviks, parce que les bolcheviks, ils ont dit toute la révolution russe dans sa temporalité, c'est les bolcheviks essaient de conspirer comme des blanquistes en disant on va organiser les attentats, on va manipuler le prolétariat parce que sinon le prolétariat est trop bête pour faire la révolution, alors il lui faut une avant-garde qui pense à sa place. Et toute l'expérience de la révolution russe de 1905 à 1917, même jusqu'en 21, c'est le contre-exemple contre les bolcheviks, c'est-à-dire toutes les révolutions qui échouent, c'est justement la pensée de l'avant-garde qui va mener la révolution. Et toutes les révolutions qui réussissent, justement, que ce soit par exemple en février 17, c'est justement l'automouvement du prolétariat. Donc c'est un contre-exemple parfait pour montrer que quand on parle de l'automouvement du prolétariat comme étant la seule force révolutionnaire, c'est pas parce qu'on appliquerait Hegel dans la dialectique du pour soi qui revient à soi, etc. Tous les exemples d'insurrection ont montré que c'était effectivement la force dissolvante révolutionnaire. Et du coup, en termes de violence, ils voulaient justement mettre fin à cette dictature des bolcheviks sur les soviets, la fin de la police politique, libérer leurs familles des camps de concentration, puisqu'on était à la fin d'une période justement avec ce qu'ils appelaient le communisme de guerre. On avait sanctifié quelque part le régime bolchevique d'une auréole pour lutter contre les généraux blanquistes, les généraux blancs, quoi. Et pas blanquistes, c'était pas blanquistes, mais... Et donc, en fait, dans les premiers moments de la Révolution, tout ce qu'ils voulaient, c'était justement pouvoir aller à pied de Kronstadt à Petrograd, aller distribuer leurs tracts en disant « Nous voulons récupérer nos femmes et nos enfants ». Ça a commencé comme ça. C'est juste, on en a marre de la dictature des bolcheviks, la dictature du parti sur le prolétariat, et nous voulons quelque part revivre cet automouvement dans les soviets qui nous a été promis dans la révolution de février et d'octobre. Et donc, toute la violence, en fait, elle arrive justement à partir de la première semaine où justement les bolcheviks disent la seule réponse à leur demande qui n'était pas révolutionnaire mais qui était légitime, ils voulaient récupérer une certaine capacité d'expression dans les soviets, etc., de pas réprimer tous les opposants politiques, qui étaient d'ailleurs pas forcément que prolétaires, mais en partie la paysannerie, qui a été justement en partie beaucoup réprimée.
Et la seule réponse de Trotsky sur ce terrain-là, c'est on va vous shooter comme des perdrix. On va vous descendre comme des perdrix. On ne répond pas sur le terrain de vos revendications. Vous n'êtes pas ce qu'on avait appelé en 17 les aigles de la Révolution, les marins de Kronstadt. Non, vous êtes des généraux blancs qui êtes manipulés par la réaction française et anglaise. Donc, on va avoir une gigantesque propagande contre les insurgés de Kronstadt sur le terrain, en disant c'est pas du tout les mêmes ouvriers, les mêmes soldats qu'à l'époque de 1917. Donc, tout a changé. Maintenant, c'est que des blancs. Et on va justifier les massacres progressifs ou les tentatives d'assaut progressif justement sur cette propagande-là. Donc, à la base, il n'y a pas du tout de violence initiée quelque part par le prolétariat. Le prolétariat, il n'attaque jamais le premier, mais par contre, il sait se défendre. Et l'extension de la révolution, et ça, on le voit aussi pour la Commune de Paris, c'est que c'est pas une question de on va dominer militairement l'ennemi et on va lui imposer la révolution. La révolution, elle s'étend parce que c'est un processus de communisation, c'est un processus social qui fait qu'à un moment donné, la révolution en 36-37, c'est des territoires entiers parce que justement, il y a une capacité de retourner dans une immédiateté de l'être. C'est-à-dire, on va faire communauté tripale. Et c'est ça qui fait que les territoires conquis par la révolution grandissent. C'est pas des victoires militaires. Et la violence, en fait, elle arrive en réaction justement à ce mouvement générique-là. C'est important ce que tu dis sur le mouvement. Allez-y, Francis. Non, allez-y. Parce que ça renvoie aussi à des questions tactiques qui sont tout le temps secondaires, mais qui sont mises en avant. Alors, vous savez, le fait que Thiers bloquait les communications entre le prolétariat parisien et la paysannerie française, qui était 70% de la population, qui était certes réactionnaire du fait de ses acquis de la Révolution française, mais qui, au fil du XIXe siècle, avait perdu beaucoup et aurait pu avoir une oreille aux arguments prolétariens parisiens. Mais tout ça, c'est faire fi de justement ce mouvement réel et du fait que ce n'est pas le militaire et ce n'est pas le tactique qui change quelque chose sur la longue durée. C'est-à-dire, qu'aurait-il gagné finalement? Et même Marx, c'est marrant parce que même Marx, j'ai relu cet après-midi La guerre civile en France, comme il est pris aussi dans l'immédiateté, il se pose quand même ces questions-là, c'est-à-dire, alors c'est écrit fin mai, début juin, je crois, La guerre civile en France, 71, mais si les paysans avaient su, etc. Et alors qu'il y a chez lui et qu'il comprend très bien sur le fond que rien n'est jouable sur la longue durée. Et c'est ça qui est très fort dans la conscience des prolétaires les plus conscients de Paris, comme le Français, etc. C'est que du coup, eux savent très bien qu'ils vont perdre dès le départ. Ils le savent et ils restent là dans l'esprit de Rosa Luxembourg plus tard, qui est d'être un jalon de transmission et que c'est ça, être vivant. Alors justement, moi, par rapport à ce que vous venez de dire, je pense qu'il faut clarifier trois perspectives par rapport à nos auditeurs. Michel vient de prononcer un mot important, la paysannerie. La paysannerie au moment de la Commune de Paris, ça n'a rien à voir avec la paysannerie au moment de la Commune de Kronstadt. Donc, il va falloir cadrer ça pour comprendre comment, dans le développement historique des forces productives et dans la problématique révolutionnaire, le facteur paysan est totalement différent à Kronstadt en 21 et à Paris en 1871. Alors, la violence, il y a des violences spontanées. Quand la population parisienne prolétarienne voit apparaître le général Thomas, qui est fusilleur de 1848, on comprend qu'il y a une volonté de réplique. Quand le général Lecomte demande de fusiller les insurgés, on comprend que les insurgés aient envie de fusiller le général Lecomte. Ça, c'est des spontanéités immédiates. Par contre, il y a la violence comme orchestration pathologique et étatique. Alors, on a terrorisme, le terrorisme tel qu'il est légitimé par Trotsky, qui est le créateur du goulag et des camps de concentration du capitalisme d'État, parce que bon, Staline n'est que l'héritier de Trotsky. Le phénomène concentrationnaire capitaliste, il est créé par Trotsky. Mais alors, la problématique de la violence, c'est
est-ce que la violence est l'expression d'un mouvement social ou est-ce que la violence est elle-même un mouvement social? C'est-à-dire que tout à l'heure, Michel a parlé de cette hystérie de violence chez les blanquistes. Qu'est-ce que la révolution? La révolution, c'est l'automouvement spontané du prolétariat qui, à un moment donné, où s'invalide la réalité du capital, prend la destination sociale par la dictature anti-étatique du prolétariat de créer un nouveau monde, ou est-ce que la révolution, c'est un putsch militaire et policier? Pour les blanquistes, c'est un putsch militaire et policier. Et pour les léninistes, ce sera la même chose. Donc, pourquoi la Commune de Paris a échoué? Pour les blanquistes, c'est parce qu'elle n'a pas été assez organisationnelle d'un point de vue policier et terroriste. Pour Varlin, pour Vermorel, pour le français, c'est simplement parce que la période ne correspond pas à la possibilité d'une révolution sociale. Et alors là, on en revient au Grundrisse, on en revient au capital et on en revient à la temporalité nécessaire. Marx, à plusieurs reprises, a eu des positions antinomiques. Il y a le Marx dialectique, le Marx déterministe, qui positionne très bien que tant que le temps du capital n'a pas produit le temps de l'abolition du capital, tous les surgissements prolétariens sont condamnés à l'échec. On a même un texte de Engels qui est reproduit dans de multiples correspondances et qui doit dater de 1895, où il explique à ces divers correspondants, sous une formulation qui est assez souvent la même, à de multiples reprises, Marx et moi, nous nous sommes trompés parce que nous n'avions pas compris que le temps n'était pas mûr. Nous n'avions pas compris que le temps n'était pas mûr. Il y a un temps de mûrissement qui fait que la révolution est possible et il y a un temps de mûrissement qui fait que la révolution n'est pas possible. Est-ce que la Commune de Paris a échoué parce qu'elle était mal organisée ou est-ce que la Commune de Paris a échoué parce que le temps n'était pas venu? Nous qui sommes dans une compréhension dialectique et historique du temps, de la détermination, de la nécessité, nous savons qu'effectivement, tant que le capital a des capacités d'essor et de développement, le communisme ne peut pas se développer et produire son essor, puisque le communisme est précisément le résultat de l'autonégation du capital. Donc, dans cette compréhension historique dialectique universelle, nous savons que la France de 1871 n'est pas une France où le capitalisme se désagrège, mais que c'est précisément le temps où le capital se structure, s'incarne, se matérialise et va vers cette fameuse domination réelle qui produit en 1914 le règne de la marchandise autocratique. Donc, la Commune de Paris a échoué, non pas parce qu'elle n'a pas su s'organiser, mais parce qu'elle était la manifestation des derniers résultats de 1848 qui continuaient à protester contre la modernité du capital, mais que la modernité du capital était le plus fort. Donc, ce qui est très intéressant par rapport à ce que disait Michel tout à l'heure sur la violence, c'est qu'effectivement, la violence est une pathologie capitaliste. Et quand il y a la prise d'otage, et quand il y a effectivement cette volonté de suppléer à la défaite qui vient par une orgie sanguinaire qui serait quelque part une montée aux extrêmes pour renverser l'histoire, Varlin s'interpose et dit mais non, à bas la prise d'otage. La prise d'otage, c'est le capital, c'est l'État, c'est le patronat, ça ne peut pas être les communards. Et on a d'ailleurs la même chose pendant la guerre d'Espagne. Il y a un militant de base de la CNT, je ne sais plus exactement comment il s'appelle, je crois qu'il s'appelle Barthélémy Garcia, etc., qui est visiteur des prisons. Et il s'oppose systématiquement à toutes les fusillades. Chaque fois qu'on veut fusiller des phalangistes ou qu'on veut fusiller des carlistes, etc., il dit mais non, on est dans notre dynamique de communisme radical, on peut pas faire ça.
Donc, c'est que la violence, la prise d'otages, l'épuration, le massacre, c'est toujours le camp du capital. Et si à un moment donné, Trotsky a fait l'apologie du terrorisme, c'est parce que Trotsky et le capitalisme d'État bolchevique, c'est une forme concentrationnaire et hystérique de la fusillade capitaliste. Le communisme produit dans son autodéfense prolétarienne des actes de violence à travers les milices ouvrières, mais pour produire l'autodéfense de la communisation. Il n'y a pas cette violence sadique qui est le propre de l'État et du capital. Donc, Varlin qui va être lynché avant d'être fusillé, s'est opposé au lynchage de ceux que l'on présupposait être versaillais. Parce qu'il y a une dignité dans la Gemeinwesen, il y a une dignité, il y a une radicalité dans l'humanité. Même notre ennemi est un humain. Notre ennemi, c'est la marchandise, c'est l'État, c'est l'aliénation. Mais le communisme n'est pas un lâcher de hyène, c'est un surgissement de conscience. Et la pratique de Varlin contre les otages, elle est décisive, parce qu'elle nous montre où est la vraie conscience communiste. Le communisme produit une autodéfense prolétarienne contre les milices du capital, mais c'est l'anti-lynchage, c'est l'anti-censure, c'est l'anti-sadisme. Donc ça c'est vraiment très, très important. Et alors, par rapport… Allez-y. Si vous allez passer à autre chose, c'est juste pour une petite… Je voulais aller à Kronstadt, mais terminer sur… Alors voilà, justement, sur la question de la violence, parce qu'il y a la violence au sens sadique vous l'employez, et puis la question de la violence en tant que force. Parce que ça me faisait penser aux Gilets jaunes. Au moment des Gilets jaunes, il y avait tout un tas de pensées qui circulaient, qui disaient en quelque sorte si les flics changeaient de camp. Mais justement, si les flics changent de camp, ça peut changer la maîtrise au moment donné. Ça, c'est possible. Donc, si les flics avaient changé de camp, on aurait peut-être une autre clique capitaliste qui gérerait aujourd'hui le coronavirus et puis on continuerait d'aller pointer à l'usine ou ailleurs. Mais par contre, c'est tout ce que peut changer le fait que les flics changent de camp. C'est pas ça qui fait le passage décisif. Mais non. Parce qu'il y a vraiment une fitigisation sur comme ils ont la force, ça ne peut tourner que quand on l'aura. Or non, si ça tourne et qu'on a la force à un moment où le capital n'est pas au bout de lui-même, ça change rien. Bien sûr. On n'a pas la force parce que les flics nous la donnent en changeant de camp. On a la force parce qu'on détruit toutes les polices et tous les États et qu'on crée cette puissance de radicalité humaine qui abolit l'État et qui abolit l'argent par la communisation. La grande problématique qu'a positionnée Marx et qu'on retrouve à travers Rosa Luxembourg, à travers Bordiga, malgré toutes les névroses bolcheviques de Bordiga, c'est que ce qui nous donne l'assurance de la victoire communiste, c'est le processus social de communisation étendue. La révolution ne gagne pas parce qu'elle prend le pouvoir policier, étatique et militaire. La révolution gagne parce qu'elle abolit le pouvoir d'État militaire, étatique et policier, et que par la communisation, elle met en marche la plus grande puissance qui puisse exister sur Terre, celle du désir de la vie et de la joie. Donc le communisme, c'est ça. Le communisme abolit la violence, et plus une secte fait l'apologie de la violence, plus elle est anticommuniste, même si elle parle du communisme. Parce que le communisme n'est pas une conquête de violence sur l'espace, le communisme est une conquête de jouissance humaine dans la production communautaire qui abolit toutes les déchéances aliénatoires. Et c'est pour ça qu'entre Marx et Lénine, entre Varlin et Trotsky, entre Vermorel et tous les autres bolcheviks, il y a une opposition radicale, c'est-à-dire que la question du communisme n'est pas une question de pouvoir. C'est une question de communisation qui fait que le pouvoir est d'emblée dépassé
par une production sociale, énergétique, humaine et radicale qui fait que le pouvoir n'a plus de pouvoir. Et c'est pour ça que la dictature du prolétariat, et c'est tout le travail que met Marx et Engels à partir de 1872 dans toutes les refontes du manifeste communiste. Il y a, quand le manifeste communiste est produit en 1848, il est produit dans une époque où le communisme n'est pas possible. La spécificité de Marx et d'Engels, c'est d'avoir compris la nécessité du communisme en un temps où cette nécessité n'est pas possible. Donc, le manifeste communiste, c'est une tambouille qui parle du communisme dans une période où le communisme n'est pas possible. Et la Commune de Paris, qui a lieu dans une période où le communisme n'est pas possible, par l'accélération spatio-temporelle, désigne le moment où ça deviendra possible. Et ça a permis de désigner ce qui sera l'armature de ce qu'est la communisation, c'est l'anti-pouvoir. Le communisme ne passe pas par le pouvoir, il passe par le pouvoir d'imposer la communisation, qui est l'anti-pouvoir. Et c'est pour ça que ça positionne, à partir de l'introduction de 1872, cette problématique essentielle. On ne peut pas reprendre l'appareil d'État, il faut l'anéantir. Et c'est ça qui est décisif. Et alors, on en arrive à Kronstadt. Alors, Kronstadt. Alors, juste, j'aurais bien aimé rajouter un commentaire sur, avant qu'on passe sur Kronstadt. Ce commentaire-là de Marx sur la leçon de la commune, qui est justement pas le fait de passer le pouvoir politique, le pouvoir de l'État d'une classe à une autre, mais plutôt de le détruire. Ça, c'est quand même assez intéressant de le relier justement à la forme pratique de ce qu'a été la commune. Et quelque part, ça nous renvoie aux Gilets jaunes. C'est-à-dire que les blanquistes nous disent ça a été mal organisé. Et en gros, quelque part, c'est un peu dans la pratique, c'est vrai, on voit l'aspect comitard, comme ils disent, sur les comités, comités de salut public, etc. Bon, beaucoup de gens qui parlent, beaucoup de gens qui font des réunions, mais c'est vrai que l'activité pratique révolutionnaire de la vie qu'on retrouve, on la retrouve pas, et à la limite, on fait c'est la dernière parodie quelque part de la Révolution française. C'est-à-dire qu'on reprend les structures de la Révolution bourgeoise et puis on fait comme si on les adaptait à la sauce communarde. Mais effectivement, ça marche pas. Et quelque part, la plus grande force, c'est un peu paradoxal par rapport à tout ce que disent les blanquistes. La plus grande force de la commune, c'est pas son aspect. Alors, on le reproche son organisation, mais quelque part, son manque d'organisation, c'est sa plus grande force. C'est comme les gilets jaunes, c'est-à-dire que les gilets jaunes, effectivement, c'est sur les ronds-points, c'est pas structuré et c'est pas organisé. Mais justement, c'est parce que c'est pas organisé que c'est humain et révolutionnaire. Donc, la grande force, c'est de ne pas avoir eu une victoire rapide. C'est ça. Et de ne pas s'être structuré sur le terrain de l'ennemi, en fait. C'est-à-dire qu'en 36, on se mobilise sur le terrain de l'ennemi. En 21, on va sur le terrain de l'ennemi. Et ce qui fait qu'on est révolutionnaire, c'est parce qu'on a une vie humaine qui refuse d'aller sur le terrain de l'ennemi. Et c'est ça la révolution. Et après, forcément, il faut se défendre. Il y a une dynamique d'autodéfense, mais qu'est-ce qui fait qu'on gagne le territoire, la France, l'Europe et le monde? C'est parce que justement, il y a ce truc-là. Il y a cette dissolution des rapports de domination. Francis, vous voulez parler de Kronstadt? Alors, on a deux variantes dans l'imposture de la gauche du capital. On a la variante molle, maçonnique souple, social-démocratique dansante. Et puis on a la tendance bolchevique, triste, terne et massacrante. Donc la Commune de Paris, c'est la gauche social-démocratique du capital qui la massacre. Dans tout ce qui va se construire autour de l'affaire Dreyfus avec le gouvernement Valdez-Crousseau-Millerand, c'est-à-dire toute cette gauche démocratique, maçonnique, anticatholique, qui prône la modernité du salariat totalitaire souple et qui va nous conduire à la guerre de 14. Puis de l'autre côté, on a la variante dure. C'est le bolchevisme. Alors, il faut se rappeler que le bolchevisme prend le pouvoir. Le bolchevisme prend le pouvoir non pas à partir des soviets, mais contre les soviets. C'est-à-dire que la clique bolchevique capitaliste étatique, soutenue par le capitalisme bancaire américain, soutenue par le camp allemand dans le cadre de la décomposition des enchaînements militaires et des alliances diplomatiques et stratégiques,
Lénine est financé par la banque allemande, il est financé par la banque américaine, et il arrive avec une fonction extrêmement simple, c'est de gérer le capitalisme nouvelle formule à partir du traité de Brest-Litov et à partir de la construction d'un territoire qui doit d'abord et avant tout casser le surgissement révolutionnaire de 17, qui n'est que la résurgence du mouvement révolutionnaire de 1905. La Commune de Paris 1871, c'est la résurgence non contrôlée du mouvement révolutionnaire de 1848. La révolution russe de 1917, les soviets, les conseils ouvriers, c'est la résurgence de 1905. Et donc, le tsarisme ne peut pas contrôler, le kéranskisme ne peut pas contrôler. Les partis traditionnels de gauche ne peuvent pas contrôler, les sociaux-révolutionnaires de droite ne peuvent pas contrôler. Il n'y a que le bolchevisme. Rappelons-nous toujours qu'en période révolutionnaire, la contre-révolution doit parler le langage de la révolution. Et quand demain, les gilets jaunes qui auront aboli les gilets jaunes vont ressurgir, la contre-révolution parlera le langage de la révolution. Le RIP, le RIC, l'autogestion, la néo-constitution, c'est comme ça qu'on essayait de contrôler les gilets jaunes. Quand demain le prolétariat va ressurgir après tous les mensonges du coronavirus, après toutes les déliquescences de la mise en jachère du capitalisme mondial, et que les prolétaires vont vouloir respirer et qu'ils vont vouloir s'emparer des espaces de leur vie, les forces de la contre-révolution viendront leur parler un langage qui fera mimétisme de leur radicalité. Donc, tout le pouvoir aux soviets, la terre aux paysans, tout ce langage de la mystification capitaliste étatique, c'est le langage des bolcheviks. Mais quand les bolcheviks disent la terre aux paysans, c'est pas du tout la même chose que ce que disent les soviets paysans radicaux. Alors tout à l'heure, on a parlé justement de la paysannerie. Quand par exemple, nous discutons de la paysannerie révolutionnaire européenne du XIIIe siècle, du XIVe siècle, du XVe siècle, quand nous parlons de la Fronde, quand nous parlons de la Grande Peur, même en 1780, avec les émeutes paysannes, nous parlons de quoi? Nous parlons d'une paysannerie qui, même si elle est déjà, par le développement du temps capitaliste, une paysannerie qui, pour certains secteurs, est parcellisée et propriétarienne, est dans sa grande masse une paysannerie qui est encore dans une relation de dépendance aux communaux. Donc, nous parlons d'une paysannerie qui est encore pour partie communeuse, c'est-à-dire pour laquelle la terre est un enjeu de collectivité par rapport à la défense d'un mode de vie communautaire qui dit encore, à travers les derniers résidus du communisme initial, qui s'est structuré dans le cadre des invasions germaniques et de la décadence romaine, un véritable substrat. À partir de la Révolution française, la vente des biens nationaux, l'abolition des privilèges. L'abolition des privilèges, c'est pas que l'abolition des privilèges des nomenclatures du haut, c'est aussi l'abolition des privilèges des communautés de villages du bas. Donc, quand on a aboli les privilèges et qu'on a mis la population à égalité de la valeur d'échange totalitaire universelle, on a évidemment aboli des privilèges du haut, mais aboli des privilèges du bas. Et parmi les privilèges du bas, on a définitivement liquidé les communaux. On a donc obligé la paysannerie ou à devenir une paysannerie propriétarienne de territoires parcellisés, ou alors pour les plus pauvres, de devenir, entre guillemets, les fourriers de la manufacture, avec l'exil campagnard, le paysan qui n'avait plus accès aux communaux, où il se mettait au service d'un paysan riche, où il partait travailler à la ville. Mais donc, la paysannerie européenne, la paysannerie française, à partir de la Révolution française, elle explose et elle change de statut historique. Sous Louis XIII, sous Henri IV, elle a une puissance révolutionnaire dans la défense de ses communaux. Alors, c'est une puissance révolutionnaire qui ne peut pas déboucher, puisque c'est une puissance révolutionnaire qui repart en arrière dans la nostalgie du temps d'avant. Mais elle
elle est tumultueuse. Tous les registres policiers de l'époque parlent de ce malcontentement rural, le malcontentement, les malcontents, les insurrections paysannes constantes, mais qui sont communautaires. À partir de 1789, la paysannerie devient propriétarienne. Donc la question, et c'est ce que fait Marx quand il analyse la réalité objective de 1848 et de 1871, il dit quand le prolétariat urbain sort de l'URPS et se confronte à la paysannerie, il est face à une paysannerie qui est complètement contre-révolutionnaire. La paysannerie au XIXe siècle, ce n'est pas celle du XIIIe et du XIVe. Elle est donc un ferment de solidité contre-révolutionnaire contre la tempête urbaine du prolétariat. Kronstadt, ça n'a rien à voir. Rappelons-nous les lettres de Marx à Vera Zasulich, rappelons-nous la complexité du mire russe. Charles nous a parlé tout à l'heure du Petrotravelovsk. On a 50% des équipages qui est paysan et 50% des équipages qui est ouvrier. Mais qu'est-ce qu'un paysan russe en 1920 ? Le capitalisme d'État, tel que le bolchevisme va l'enclencher, à travers les sovkhozes, à travers les kolkhozes, à travers la salarialisation du prolétariat rural qui va devenir employé d'usines agricoles, elle n'a pas eu lieu. On a encore plein de communautés rurales qui existent, qui se dissolvent, qui se déstructurent, mais qui sont là. On a ce qui va se passer en Ukraine avec la Makhnovitchina, et on a toute cette paysannerie de la Biélorussie, de l'Ukraine et des grandes plaines russes. Donc, la paysannerie, qui d'ailleurs a articulé le parti populiste et qui a articulé le parti socialiste révolutionnaire de droite comme de gauche, elle est une puissance subversive. Les paysans ne veulent pas la terre pour devenir propriétaires. Les paysans ne veulent pas la terre pour devenir ouvriers d'usines agricoles. Ils veulent la terre pour reproduire la commune russe traditionnelle. Donc, quand les paysans disent « nous voulons la terre » et que les bolcheviks leur disent « vous aurez la terre », il y a une confusion sémantique entre la terre et le vouloir la terre. Les bolcheviks vont leur donner la terre pour en faire des esclaves de la terre, alors qu'eux voulaient reprendre la terre pour retrouver la communauté traditionnelle. Donc, la commune de Kronstadt qui a lieu en mars 21, elle a lieu à un moment dialectique particulièrement intense parce qu'on a les grèves de Pétrograd, on a tout le monde urbain, usinier qui explose, mais on a en même temps tout le monde agraire, communautaire, subversif, avec tout le mouvement de Tambov. Donc, c'est une Russie agraire et urbaine qui se soulève contre le bolchevisme en disant tout le pouvoir aux soviets contre le capitalisme d'État bolchevique. La Commune de Paris, c'est le prolétariat qui dit nous voulons dessiner un autre monde, mais aux portes de Vaugirard. Quand je rentre dans cette sphère agraire, le prolétariat, quand il arrive à Argenteuil et puis qu'il débouche sur l'Eure-et-Loire, il n'a pas de lien. Il n'a pas de lien critique. Le mec qui est à 50 km de Paris, il dit mais ils nous font chier ces mecs-là. Nous, on veut le calme, on veut la paix, on veut pouvoir travailler tranquille. Alors qu'aux portes de Kronstadt, dans toute cette étendue paysanne, on a une insurrection, mais qui est gigantesque, avec la fameuse insurrection d'Antonov. L'armée russe utilisera les gaz. Il y aura des milliers et des milliers de paysans fusillés, comme à Kronstadt. Donc, on a une configuration qui est complètement différente, parce que le temps de la capitalisation au moment de 1871 en France n'est pas du tout le même temps de capitalisation qu'en Russie en 1921. Donc, il y a quelque part dans la commune de Kronstadt quelque chose de terrible pour le pouvoir bolchevique. Parce que quand les insurgés de Kronstadt disent « nous sommes la troisième révolution »,
c'est quelque chose qui peut s'étendre. La Commune de Paris ne peut pas s'étendre. La Commune de Paris, on l'a vu, Narbonne, Marseille, Lyon, c'est des tout petits feux d'artifice. Mais la Commune de Kronstadt en 21, la Russie est à feu et à sang. Donc, il y a une extension potentielle qui est gigantesque. Et c'est pour ça qu'il y a d'ailleurs quelque chose de très très intéressant. On a retrouvé les archives du parti bolchevique. Le parti bolchevique a perdu 50% de ses adhérents sur Kronstadt et sur Petrograd entre le 1er mars et le 15 mars. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène de déliquescence, il y a un phénomène de renversement dialectique, c'est-à-dire que le parti bolchevique, qui parle au nom des soviets, qui parle au nom des marins, qui parle au nom des paysans et qui parle au nom des ouvriers, est obligé immédiatement de créer le mensonge de la 5e colonne. On n'a pas ça à Paris, c'est tout à fait autre chose. Et ce mensonge de la 5e colonne, c'est-à-dire que Kronstadt, c'est les gardes blancs. C'est déjà le laboratoire de recherche du capital qu'on retrouvera à Barcelone en 1937. Les prolétaires de la CNT et du POUM qui refusent d'obéir à la bureaucratie du POUM et à la bureaucratie de la CNT, c'est la 5e colonne de Franco. Et quand nous, à Guerre de classe, on dénonce sur la base du livre premier du Capital, de la 7e section et du chapitre 25, le grand remplacement, comme on ne peut pas nous répondre, on va nous dire « Ah mais Guerre de classe, c'est des rouges-bruns ». C'est-à-dire que à partir du moment où il y a une tension historique, où il y a une dialectique extrême, à Kronstadt, on a inventé ce concept merveilleux du communiste radical qui dénonce le capitalisme d'État est un garde blanc. Et les prolos du central téléphonique à Barcelone en 1937 sont la 5e colonne de Franco. Donc, faut bien comprendre que la Commune de Paris, c'est quelque chose d'essentiel pour que la gauche du capital extermine physiquement le prolétariat, puis à partir de l'affaire Dreyfus, l'embrigade d'une manière totalitaire pour l'emmener au charnier de 1914. Faut bien comprendre que Kronstadt, c'est tout un laboratoire sur cette fameuse 5e colonne qui fait qu'on est déjà dans une construction préalable de l'antifascisme qui va nous permettre à Barcelone de massacrer les prolétaires barricadiers pour préparer la Seconde Guerre mondiale. Et quelque part, Commune de Paris, Commune de Kronstadt, on en arrive aujourd'hui avec le grand mensonge du coronavirus, la crise terminale du capital qui est en train de se mettre en branle et le fait qu'on va enfermer le prolétariat universel dans la guerre des races, dans la guerre des religions et dans la guerre des civilisations. Donc finalement, tout ce qui se passe aujourd'hui, et merci Orwell, parce que Orwell en 1937, il conclut finalement Siliga, le grand mensonge déconcertant, les textes de Victor Serge, la compréhension d'Emma Goldman, la compréhension de Voline, c'est que tout se tient. Commune de Paris, Commune de Kronstadt, on aboutit à la Commune de Barcelone en 1937, mais on aboutit aussi à la Commune de Budapest en 1956, parce que quand le prolétariat hongrois s'est soulevé en disant ni capitalisme occidental, ni capitalisme privé, on nous a refait le coup des gardes blancs. C'est-à-dire que le concept de 5e colonne par lequel le capital ne peut pas répondre au prolétariat subversif, c'est de faire croire que le prolétariat subversif serait finalement non pas un prolétariat potentiellement communard vers l'abolition du salariat et vers l'abolition de l'État, c'est-à-dire une force de puissance radicale, mais serait une force réactionnaire. Alors, c'est marrant parce que Orwell, en 36-37, c'est pas pour rien qu'il comprend que c'est le central téléphonique qui, dans les journées de mai, est décisif. Et en 21, on est encore dans un stade, c'est le début de la domination réelle, mais c'est encore que le tout début. Et la Tchéka, la police politique, etc., même ils arrêtent tout le monde qui sorte de l'île, exécution sommaire immédiate, etc., pour pas qu'ils puissent informer le reste de la population des revendications réelles. Mais c'est encore extrêmement restreint, en fait.
Et quand on parlait justement du nombre d'adhérents du parti anticommuniste de Russie qui a largement chuté, c'est aussi le fait que pour réussir à envoyer, et ça c'est quand même assez incroyable, pour envoyer les gens sur la glace, courir vers la forteresse pour massacrer tout le monde qui est à l'intérieur, ils se faisaient à la fois tirer par les insurgés qui se défendaient, dans une logique d'autodéfense de la communauté, mais ils se faisaient aussi tirer de derrière, c'est-à-dire que pour réussir à envoyer toute la masse du parti anticommuniste, justement, il fallait à la fois qu'on ait des commissaires de la Tchéka, des commissaires politiques qui celui qui voulait hésiter éventuellement à y aller, pas y aller, ou éventuellement fraterniser avec l'ennemi, on le repérait dans la foule, on le tirait dans le dos. C'est-à-dire qu'il se faisait à la fois tirer par devant, mais aussi par derrière. Ce qui montre en même temps, bon, c'est complètement absurde, mais ce qui montre en même temps le décalage. Et encore, c'est le début de la domination formelle. C'est-à-dire que on aura en 45, là on parlait avec Michel justement tout à l'heure de la violence. En 45, la guerre est finie, mais les gens continuent à s'entretuer sans forcément se faire tirer dessus par derrière. C'est-à-dire qu'on a une puissance mythologique suffisante pour que les gens continuent à se dénoncer, à s'entretuer dans des rituels mythologiques aberrants, mais pour en même temps recomposer le capital à un niveau supérieur. À Kronstadt, c'est le début de ce mouvement-là où, quelque part, on produit une mythologie pour mieux massacrer. Mais si vous voulez, par rapport à ça, il faut offrir à nos auditeurs une ligne méthodologique de compréhension. Et l'encart de présentation qui disait Commune de Paris, Commune de Kronstadt, contre toutes les gauches du capital, vive la commune, contre l'argent et contre l'État, ça instaure une compréhension radicale de tout le temps moderne. C'est-à-dire que il y a très très longtemps que la monarchie, que les forces d'ancien régime, que toutes les puissances réactionnaires des anciens temps ont été liquidées. 1830, 1832, 1848, 1871, et tous les temps qui sont devenus les temps postérieurs à ces massacres et qui ont produit des massacres postérieurs, c'est toujours la gauche du capital. Et on a cette substance radicale où le Parti social-démocrate, avec Nosk et Schneiderman, assassine Rosa Luxembourg. C'est-à-dire que Rosa Luxembourg a été massacrée par le Parti social-démocrate. Et le Parti social-démocrate passe le flambeau au Parti bolchevique qui extermine les soviets, qui massacre Kronstadt, et on a toujours au cul de cette extermination les couillons libertaires. C'est-à-dire que les couillons libertaires en 1937, avec leur ministre de la CNT, ont validé le plan d'extermination des prolétaires du central téléphonique. Et alors les anards vous parlent de Makhno. Mais que fait Makhno dans la même temporalité que la commune de Kronstadt? Makhno s'allie au rouge. Makhno, il n'est pas sur une ligne de classe à bas Dénikine, à bas Trotsky. Il dit, on va aller voir Trotsky contre Dénikine. Et une fois que Trotsky a bien utilisé Makhno pour bousiller Dénikine, Makhno, on lui dit, mon petit bonhomme, tu vas te dépêcher de passer la frontière en Roumanie, tu te barres et on extermine tes camarades. C'est-à-dire que les anards ont toujours été les mercenaires abrutis et serviles de la gauche du capital dans tous les conflits, dans toutes les guerres par lesquelles précisément on a pu massacrer le prolétariat. Donc quand on dit abat toutes les gauches du capital, abat toutes les extrêmes gauches du capital, c'est parce que dans toute cette modernité du XXe siècle, qui a produit tous les charniers où le prolétariat a été exterminé, la gauche social-démocrate, la gauche bolchevique, la gauche stalinienne, la gauche trotskiste, la gauche maoïste, la gauche libertaire, tous complices pour exterminer le prolétariat qui veut précisément l'abolition du salariat et de l'État. Donc, toute cette histoire maintenant, elle se synthétise, elle se cristallise par rapport à la crise que nous vivons aujourd'hui. C'est-à-dire que le prolétariat, il ouvre une perspective d'abolition du salariat et d'abolition de l'État par rapport à l'imposture du coronavirus, par rapport à la crise terminale du capital qui a commencé. Et où sont les gauchistes? Où sont les gauches? Toujours du même côté. Toujours du même côté. Aujourd'hui, vous voyez toutes les sectes gauchistes et toutes les sectes de gauche qui demandent au capital d'assurer la sécurité sanitaire des populations et qui critiquent non pas l'imposture du coronavirus, mais qui critiquent les déficiences du capital à assumer la crise virale. C'est-à-dire que gauche du capital, extrême gauche du capital, Thiers, Gallifet, Trotsky,
Staline, la CNT, tout ce que vous voulez, toujours ennemi radical du prolétariat. Donc c'est cette compréhension-là. La Commune de Paris et la Commune de Kronstadt, ce sont des enseignements d'avenir pour tous les temps qui viennent. Ce sont toujours les mêmes qui refont la même comédie contre-révolutionnaire en faisant semblant d'écouter la protestation humaine contre l'inhumanité. Mais ce sont eux les défenseurs du camp du capital, ce sont eux les défenseurs de l'appareil d'État, ce sont donc les ennemis de l'humanité. La gauche du capital et l'extrême gauche du capital sont les pôles les plus avancés de ce qui est radicalement la contradiction à notre vie humaine. La chanson de la commune aussi était chouette. Le fracas du canon s'entend à l'horizon. Le fracas du canon s'entend à l'horizon. C'est la commune qu'on vient de proclamer. Chacun, chacune, pour elle veut s'armer. Debout, Paris tressaille debout. C'est la bataille debout. Paris tressaille debout. Mais la défaite est proche, le jour fatal approche. Mais la défaite est proche, le jour fatal approche. Nos cœurs succombent, fusillés par rangées devant leur tombe, jurons de les venger. Debout, pas de lutte brève, debout, guerre sans trêve, debout, pour notre rêve, debout.